Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici dans cette perspective pluridisciplinaire sur le sujet qui nous retient. Je voulais beaucoup remercier le professeur Mario Mantovani pour l'invitation. Je ne sais pas trop ce que signifie que le juriste passe en dernier en fin de journée, mais nous allons essayer d'envisager ensemble comment est-ce que le droit, le système juridique appréhende les rapports au temps, et nous allons très rapidement nous situer dans la perspective du changement climatique. Les rapports du système juridique et du temps sont pratiquement dans l'ADN du système juridique, notamment dans le droit romain, le mécanisme de la possession, le mécanisme de la prescription. On sait à quel point le système juridique s'est attaché, dans la régulation qu'il tente de porter sur les systèmes humains, à prendre en considération le temps. Mais ici, le phénomène du changement climatique nous oblige à reconsidérer complètement les rapports du droit au temps. Pourquoi ? Parce que c'est le caractère massif, le caractère urgent de ce phénomène climatique qui nous oblige à penser les choses différemment. Et du coup, la question qu'on peut se poser ensemble, c'est comment est-ce que le système juridique peut instaurer des leviers, mobiliser des notions, agir pour essayer de mieux contribuer à la lutte contre le changement climatique ? On l'a vu tout au long de la journée à quel point toutes les sciences sont mobilisées. Évidemment, les sciences dures, mais aussi l'économie, la sociologie, l'éthique, la philosophie. Comment comprendre effectivement, vous l'avez fort bien démontré, comment comprendre ce que dénonce Don't Look Up, cette inaction du système humain face à un sujet qu'on ne nie plus et pour lequel nous devrions être très largement concernés. Alors, pour essayer de dresser avec vous quelques pistes, parce que je vais me contenter de dresser avec vous quelques pistes et peut-être de soulever plus de questions que de réponses, on va essayer de s'attacher à deux acteurs majeurs dans la lutte contre le changement climatique, qui sont d'une part l'État. L'État, pourquoi ? Parce qu'il a cette capacité normative, ce pouvoir d'édicter des normes qui vont permettre, en principe, d'avancer sur les sujets. Et puis, à côté de l'État, il y a les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, dont le poids dans le phénomène du réchauffement climatique est sans cesse dénoncé. Alors, avant d'entrer véritablement dans le sujet, je voudrais rappeler à quel point, de manière un peu singulière, et j'ai presque honte à l'avouer, la question du changement climatique, en fait, est réjouissante pour le juriste, parce qu'elle l'oblige à se poser plein de questions, et d'un point de vue très intellectuel, c'est une question qui est assez réjouissante. Pourquoi ? On va être obligé d'innover, et nous allons le voir, les acteurs de la société civile, les juges, l'État aussi, sont obligés de réfléchir à de nouveaux mécanismes, innover pour essayer de mettre en œuvre des mesures qui permettent d'appréhender un petit peu le sujet. Notamment, on va mobiliser les notions de bien commun, de personnalité juridique, de génération future. Deuxièmement, c'est un sujet qui, en quelque sorte, est transnational. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transnational ? C'est-à-dire que le phénomène du changement climatique, évidemment, il est systémique, il est global. Et pourtant, il va falloir l'appréhender bien souvent à une échelle nationale, parce que s'il existe des instances qui essaient de mettre en place des normes sur la question climatique, mais normes, enfin, on a tous en tête les COP, alors la COP 21 qui a produit des résultats relativement satisfaisants, mais la déception sur la dernière COP, la COP 26 à Glasgow. Donc, s'il existe des traités internationaux qui peu à peu se mettent en place, leur force normative interroge, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle n'est pas extrêmement forte, et surtout, il n'existe pas de juridiction internationale apte à juger le sujet. Et donc, en fait, on assiste à ce que Bruno Latour a désigné comme une relocalisation du global. C'est-à-dire que ce sont les juges nationaux qui vont être amenés à poser un regard sur la question de la lutte contre le changement climatique. Mais ce qui est très intéressant et qui justifie l'emploi de ce terme de transnational, c'est que
chaque fois qu'un juge va analyser la situation, il va le faire en s'interrogeant sur les décisions qui ont été rendues par les autres juridictions nationales. Et en plus de ça, il va avoir cette dimension systémique du phénomène en tête et il va essayer de rendre une décision en adéquation avec cette dimension systémique. Et enfin, à l'échelle française, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qu'on observe particulièrement sur ce sujet-là, on assiste en quelque sorte à une recomposition des forces en présence, c'est-à-dire que à côté du pouvoir exécutif et législatif, il y a le pouvoir judiciaire, et puis les entreprises qui jouent un rôle considérable et la société civile. Et en fait, dans le système démocratique qui est le nôtre, en principe, la société civile désigne pouvoir législatif et exécutif pour mettre en œuvre des normes et le juge intervient pour apprécier lorsque la norme est mal mise en œuvre. Mais ici, face toujours pareil à ce caractère massif et à l'urgence, le juge va être investi par la société civile d'une demande tellement forte, notamment portée par la jeunesse, qu'il va se sentir obligé d'apporter une réponse et les décisions qui ont été rendues, que je vais envisager avec vous rapidement, démontrent une transformation du rôle du juge qui amène à se poser la question de la reconfiguration des rapports en présence, ce qui est tout à fait intéressant. Alors, on assiste à ça aussi sur d'autres sujets, mais peut-être que le paroxysme de ce mouvement, c'est vraiment sur la question du changement climatique. Alors, on va envisager dans un premier temps qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'État, et puis dans un second temps, qu'est-ce qui se passe du point de vue des entreprises. Alors, du point de vue de l'État, c'est évidemment la question du contentieux climatique. Vous avez tous entendu ce terme. Qu'est-ce que ça désigne que ce contentieux climatique? C'est l'action menée par des ONG, mais aussi par de simples citoyens, des coalitions de citoyens qui s'unissent à 5 000, 10 000 personnes pour venir trouver le juge et lui demander de porter un regard sur l'action publique. Donc la société civile agit devant le juge contre l'État en lui disant que, alors même que les scientifiques dénoncent à longueur de rapport la nécessité de s'engager beaucoup plus amplement dans le phénomène et de respecter ensuite les engagements qu'on a pris, on n'y est pas, le compte n'y est pas. Lisez les derniers rapports du Conseil du climat, par exemple, et puis bien entendu les derniers rapports du GIEC. Et donc la société civile vient demander au juge, prenez ce sujet en main, puisque le politique est dans une forme d'inertie qui ne permet pas de donner une réponse suffisante à ce sujet. Alors, d'un point de vue un peu plus technique, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que les États s'engagent dans ce qu'on appelle des trajectoires climatiques, c'est-à-dire des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre pour respecter ce qu'on qualifie de bilan carbone, c'est-à-dire que par État, on a un certain nombre de tonnes de gaz à effet de serre qu'on peut relarguer pour limiter le phénomène dans une certaine trajectoire. Et donc en fait, on va demander au juge de porter un regard sur la trajectoire climatique. Alors, en France, une des affaires les plus emblématiques, c'est l'affaire qui a été portée par la commune de Grande-Synthe devant le Conseil d'État. La commune de Grande-Synthe a dit « Moi, je suis une commune qui est particulièrement concernée par le phénomène parce que je subis un risque d'immersion qui est très fort. Et donc, je vous demande à vous, juge, de porter un regard sur l'inaction de l'État et de le condamner à faire mieux. » Il y a seulement 4 ans, jamais on n'aurait pu penser que le Conseil d'État, qui est la plus haute instance de l'ordre administratif, adopte une solution aussi audacieuse et aussi innovante. Il faut bien avoir conscience de ça. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a cette pression scientifique, cette pression de la société civile, et que le juge se trouve investi de cette mission, en quelque sorte, qui est de venir répondre à ces attentes. Et donc, le Conseil d'État a dit, en effet, il apparaît, de par les rapports scientifiques, que la politique climatique prise par l'État français ne permet pas d'atteindre les engagements que l'État français a lui-même souscrits
non seulement à travers la loi, mais aussi à travers les engagements européens, puisque l'Europe nous engage, bien entendu. Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont il a mené son analyse, et c'est en ça que réside l'innovation. En principe, lorsque le juge administratif vient porter un regard sur l'action administrative, il va attendre le temps où cette action devait avoir lieu pour dire oui ou non, je constate que cette action a été correctement menée. Alors là, on lui demandait de savoir si la politique climatique développée par l'État permettrait d'atteindre les engagements en 2030. Classiquement, le Conseil d'État aurait attendu d'être en 2030 pour dire non, effectivement, nous n'avons pas respecté notre trajectoire climatique. Mais là, il sent bien l'urgence. Il sent bien qu'on ne peut pas attendre encore 8 ans pour réaliser que cela n'a pas été atteint. Et donc, en fait, et ça, et de la bouche même du vice-président du Conseil d'État, ça constitue une innovation majeure, il a dit aujourd'hui, en 2020, je peux apprécier l'insuffisance de la politique climatique et le fait que cette politique ne permettrait pas d'atteindre la trajectoire climatique qui a été dressée par l'État. Cette appréciation a été confortée ensuite par les jugements du tribunal administratif de Paris dans la fameuse affaire du siècle, dont vous avez tous entendu parler. La même chose, les juges du tribunal administratif de Paris ont dit « l'État est coupable d'une faute en raison de son inaction climatique. Cette faute a causé un préjudice écologique. » Alors, qu'est-ce que c'est que ce préjudice écologique? C'est le préjudice subi par la nature elle-même. En quoi réside ce préjudice écologique? Ce sont toutes les tonnes de CO2 qui ont été, enfin, et les autres métaux, les autres gaz, qui ont été déversés dans l'atmosphère et qui donc entraînent, accélèrent le réchauffement climatique. Et donc, comment est-ce que l'État va pouvoir réparer ce préjudice écologique qu'il a causé? Donc là encore, vraiment une décision très très forte. Alors, on s'interroge. Certes, ce sont des décisions intéressantes, mais est-ce que ces décisions ont vraiment, est-ce que ce contentieux climatique a vraiment la capacité de contraindre l'État à agir? Est-ce que ça ne sera pas trop tard? Vous connaissez le temps des décisions judiciaires. Est-ce que ça ne sera pas trop tard? Alors oui, on peut se poser la question. Néanmoins, là encore, le Conseil d'État mobilise de nouvelles techniques, notamment sur un contentieux très proche qui est celui de la pollution atmosphérique. Il s'est autorisé, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, il s'est autorisé à prononcer une astreinte de 10 millions d'euros par semestre d'inaction contre l'État, ce qui est un montant multiplié par 10 par rapport à l'astreinte la plus forte qui avait été prononcée contre l'État. On voit à quel point ce sont des sujets sur lesquels les juges se mobilisent. Donc, il y a cette astreinte, cette possibilité de prononcer une astreinte qui est déjà très intéressante. Mais on s'interroge encore, est-ce que finalement, on ne parvient pas à ce qu'on appelle un gouvernement des juges? Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement des juges? C'est justement une société dans laquelle, en définitive, ce sont les juges qui gouvernent et plus le pouvoir politique désigné par la société civile. Le Conseil d'État est très attentif à cette possible critique et donc il a condamné l'État non pas pour avoir pris des engagements insuffisants, mais pour ne pas avoir respecté les engagements que lui-même avait souscrits par la loi française et du point de vue européen. Engagement qui se situe dans le prolongement de l'accord de Paris, mais il n'a pas dit « vous êtes redevable de l'accord de Paris », il a dit « vous avez souscrit des engagements qui se situent dans le chemin de l'accord de Paris, et donc étant donné que votre trajectoire climatique est insuffisante, vous devez aller beaucoup plus loin ». Ce ne sont pas les seuls effets de ces décisions très courageuses. Ces décisions participent aussi de ce qu'on appelle une conscientisation, tant de la société que des juges, sur ces sujets, et conscientisation qui va contraindre le pouvoir politique à aller beaucoup plus loin. Il sent que le regard pèse sur lui et qu'il va être obligé d'aller beaucoup plus loin. Et à cet égard, il est très intéressant de relever que dans le dernier rapport du GIEC rendu public le 4 avril 2022, sur le 6e rapport sur l'atténuation au changement climatique, la question de l'efficacité du contentieux climatique est analysée. Les scientifiques se sont appesantis sur
est-ce que ce contentieux sert à quelque chose ou est-ce qu'il intervient toujours trop tard et qu'il ne sert à rien? Et en fait, il souligne le fait que ce contentieux participe, avec d'autres forces bien entendu, mais que ce contentieux participe à la marche et permet d'avancer, notamment par cet effet de conscientisation du phénomène qui enjoint le politique à agir. Mais au-delà des frontières françaises, en Allemagne, le juge a été beaucoup plus loin. Il s'agit de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, qui avait, à la demande de citoyens et d'ONG, apporté un regard sur la loi climatique allemande. Là encore, on reprochait à cette loi climatique d'être tout à fait insuffisante par rapport à la nécessité. Et que va répondre la Cour de Karlsruhe? Elle va mobiliser le concept de génération future. Qu'est-ce que c'est que les générations futures? C'est l'humanité en devenir. Ce sont les générations qui vont advenir après nous. Et la Cour va dire que, par l'insuffisance des mesures que nous prenons aujourd'hui, nous obligeons les générations futures, au moment où elles seront en capacité d'agir, à changer complètement de mode de vie, et que donc cela va faire peser sur les épaules un fardeau écrasant, et qu'en cela, nous sommes responsables d'agir beaucoup plus rapidement. Donc c'est une décision très intéressante parce qu'elle mobilise cette notion de génération future qui est présente par exemple dans la Charte française de l'environnement, mais elle la mobilise de façon très efficace pour dire « vous allez faire peser sur les générations futures un fardeau écrasant et donc vous devez agir beaucoup plus rapidement ». Alors ce matin, quand j'entendais Christian Gaulier nous expliquer pourquoi est-ce que les économistes classiques, pas lui, mais considéraient qu'il n'y avait pas à agir, parce qu'en fait, étant donné qu'avec une croissance de 2% par an, on allait aujourd'hui faire subir aux générations présentes un appauvrissement pour enrichir les générations futures, je pensais à cette décision qui se situe dans un regard tout à fait différent et qui considère au contraire que ce sont les modes de vie que nous avons aujourd'hui qui vont appauvrir considérablement les générations futures et surtout les obliger à changer radicalement de mode de vie. Et surtout, la Cour allemande va dire que le droit fondamental à vivre dans un climat soutenable est en quelque sorte un droit fondamental premier, parce que de l'effectivité de ce droit dépend l'effectivité de tous les autres droits fondamentaux. Lorsque nous ne pourrons plus vivre dans un climat soutenable, que ferons-nous de notre liberté religieuse, de notre liberté de penser, de notre liberté d'aller et de venir? Absolument rien. Et donc, en faisant cela, elle établit en quelque sorte une hiérarchie entre les droits fondamentaux, expliquant que celui-ci est premier, puisque de son effectivité dépend l'effectivité de tous les autres droits fondamentaux, ce qui est absolument très intéressant. Alors, on attend la même audace de la part du Conseil constitutionnel français. Pour l'instant, cela n'a pas eu lieu. Notamment, la loi climat et résilience qui a été adoptée par le législateur en août 2021 avait été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel et en fait, il a rejeté en bloc en disant qu'il ne lui appartenait pas de s'ingérer dans le pouvoir législatif, justement, alors que les juges allemands sont allés beaucoup plus loin. Et je reviens sur ce que je disais précédemment à l'égard des décisions du Conseil d'État à Grande-Synthe. Vous voyez bien qu'il faut faire une différence très forte entre est-ce que le juge se contente de condamner l'État à respecter les engagements que l'État a pris lui-même, ou est-ce que le juge s'arroge le pouvoir, parce que là c'est véritablement un pouvoir, de condamner l'État à prendre des engagements supérieurs? Et là c'est bien ce qui s'est passé dans cette décision de Karlsruhe. Le juge constitutionnel allemand dit au législateur allemand « Votre trajectoire climatique est insuffisante », non pas parce que vous n'allez pas la respecter, mais parce que celle que vous avez choisie est insuffisante pour sauvegarder les droits des générations futures. Donc on va très très loin, vous voyez, avec toutes les questions que ça peut soulever, bien entendu. Alors, à l'égard des entreprises, leur tourne. À l'égard des entreprises, il y a une forme de paradoxe qui est qu'il y a urgence à obliger les entreprises à se situer dans un temps long. Qu'est-ce que ça signifie?
Christian Gaulier a évoqué très rapidement ce matin la question de la financiarisation de l'économie dans les années 1990, le fait qu'on avait choisi un modèle actionnarial dans lequel, en fait, l'entreprise est gérée pour générer des profits qui vont venir entre les mains des actionnaires. Et ce mouvement a entraîné ce qu'on dénonce comme étant un court-termisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise se situe dans un temps très court parce qu'elle veut générer beaucoup de profits rapidement pour servir ses actionnaires, qui nomment les membres du conseil d'administration. Et donc, aujourd'hui, étant donné que la part des entreprises, et en particulier des entreprises multinationales, est importante dans la manifestation de ce dérèglement climatique, on voudrait que les entreprises se situent dans une longue perspective, qu'elles intègrent le long terme. Et donc, en fait, c'est le combat entre Goliath, qui est le court-termisme, et puis David, qui est le long terme. Mais le combat est en train d'avancer. Alors, comment est-ce qu'on va... C'est tout ce courant de sustainability développé et tout ce qu'on classe sous la dénomination gouvernance durable de l'entreprise. C'est-à-dire une gouvernance dans laquelle on va prendre en considération l'environnement, et particulièrement le dérèglement climatique, mais aussi la biodiversité, et puis aussi la question des salariés. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer une vision à long terme dans ce qui dresse la stratégie de l'entreprise? Là aussi, on va utiliser de nombreux outils juridiques. Le législateur français a adopté une loi Pacte en mai 2019 dans laquelle il a proposé aux entreprises de se doter d'une raison d'être et éventuellement de basculer vers un modèle de société à mission. Alors, une raison d'être, c'est-à-dire que j'essaie de me projeter, moi, entreprise, j'essaie de me projeter dans qu'est-ce que je serai dans 15 ans. Et donc, j'essaie de voir quelle sera mon utilité sociale dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, j'intègre un temps long. La société à mission, ça va encore plus loin. Il va y avoir un comité à mission qui va contrôler le bon respect de la mission. Donc, voilà, on met en place des outils pour essayer de projeter l'entreprise dans un temps long. Mais ce sont aussi des outils qui sont mis en place par les régulateurs européens à travers ce qu'on appelle un devoir de vigilance des entreprises. Alors, un devoir de vigilance des entreprises, je ne vais pas du tout entrer dans les aspects techniques, mais de quoi s'agit-il? Il s'agit d'exercer une prévention, une anticipation sur tous les dommages aux droits humains et environnementaux que l'entreprise pourrait engendrer. Et dans la proposition de directive qui a été rendue en février 2022, ce qui est très intéressant, c'est que le régulateur européen demande à l'entreprise, quand elle définit sa stratégie, de définir une stratégie à long terme et de démontrer qu'elle se situe dans le respect des accords de Paris. C'est-à-dire que les accords de Paris, qui étaient une norme plutôt destinée aux États, devient une norme destinée aussi aux entreprises privées qui devront veiller, dans la définition de leur trajectoire climatique, à voir si elles respectent cela ou non. En cela, le régulateur européen rejoint la position d'un juge néerlandais. En effet, on a eu une affaire Shell en mai 2021, qui est une affaire extrêmement importante dans laquelle un juge a condamné l'entreprise Shell, vous connaissez tous le groupe Shell, cette entreprise pétrolière extrêmement importante, l'a condamné à respecter l'accord de Paris et donc l'a enjoint à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 45%. Là encore, c'est une innovation parce que le juge s'est fondé sur une disposition extrêmement générale du droit à la responsabilité. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher une norme particulière. C'est une décision politique, véritablement. C'est-à-dire que le juge veut parvenir à cette fin-là, et pour cela, il va mobiliser une disposition très générale dans cette perspective. En conclusion, on voit que ce soit de la part de l'État ou que ce soit de la part des entreprises, ce qu'on voudrait, c'est absolument les situer dans un temps long
afin que les décisions prises aujourd'hui permettent de négocier un petit peu mieux le virage de la lutte contre le changement climatique. Et on voit bien que ce sont des débats qui ont notamment animé la campagne électorale passée, avec peut-être, enfin non pas peut-être, mais la promesse faite par le président de la République d'avoir une planification écologique, peut-être sera-t-elle mise en œuvre. Donc on rejoint les propos de l'orateur précédent sur qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui reste. Comment est-ce qu'on essaie de mobiliser au mieux ce temps qui reste? Et juste pour terminer, je voudrais revenir sur la dimension éthique du sujet qui ne doit absolument pas être oubliée et qui a été si bien décrite dans les travaux de Hans Jonas. Merci beaucoup.